Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre magazine quotidien Smart Éducation, un magazine, vous le savez, dédié à la formation, aux nouveaux métiers, aux nouvelles pédagogies, le rendez-vous qui donne un futur à la jeune génération. Si vous vous appelez Mohamed Messaoudi ou Thomas Legrand, vous n'aurez pas les mêmes chances d'accéder à un master. C'est le constat d'un testing mené par l'Observatoire national des discriminations et de l'égalité dans le supérieur. Près d'un master sur 5 réserverait un accueil discriminatoire à une demande d'un candidat avec un nom à consonance maghrébine. Un bilan qui alarme la profession évidemment et qui dit vouloir entamer aujourd'hui une remise en question. L'étude identifie d'ailleurs plusieurs facteurs de risque. Les détails avec Yannick Lorty, professeur d'économie à l'université Gustave Eiffel, directeur de l'Observatoire national des discriminations et de l'égalité dans le supérieur. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Smart Éducation, Yannick Lorty. Merci beaucoup de nous accompagner aujourd'hui. Ma première question, comment et pourquoi est né ce très jeune observatoire ? Je crois que vous n'avez que quelques semaines d'existence. Oui, effectivement, l'Observatoire national des discriminations et de l'égalité dans le supérieur a été lancé en février dernier en présence de représentants du Défenseur des droits, de France Université. Et il est aujourd'hui porté par l'université Gustave Eiffel, mais il s'agit bien sûr de produire un bien commun qui va être utile à l'ensemble des universités et au-delà à l'ensemble de l'enseignement supérieur et de la recherche. Et donc cet observatoire a vocation à éclairer les questions d'égalité et de discrimination dans l'ensemble des établissements. Vous saviez déjà, Yannick Lorty, qu'il existait un biais de sélection, de discrimination dans l'accès au master. C'est plutôt l'ampleur là, du phénomène qui vous a surpris ? Alors en fait, on n'avait jusqu'ici jamais encore évalué véritablement l'ampleur des discriminations. Donc ni leur existence, ni leur amplitude n'avaient été établies. C'est la première étude de ce type, c'est ce que vous nous dites ? Oui, effectivement, c'est la première étude de ce type, puisque c'est une étude qui mobilise la méthode du test par correspondance, qui est la méthode aujourd'hui dans la littérature internationale sur les discriminations, la principale méthode d'administration de la preuve en matière de discrimination, qui bien sûr pose un problème d'objectivation. C'est très difficile à mettre en évidence la présence de discrimination. Et donc c'est la première étude de ce type-là dans l'enseignement supérieur en France. Expliquez-nous, Yannick Lorty, alors combien d'universités et de masters ont été donc visés par cette étude ? Alors il s'agit d'une première étude. On a sélectionné un ensemble de 19 universités qui sont, dans des situations très différentes en termes de taille, en termes de localisation. Il y a des universités parisiennes, il y a des universités en région, il y en a des grandes, il y en a des petites. Des filières aussi différentes, j'imagine ? Oui, absolument. Donc, dans chaque université, on a sélectionné aussi des filières de formation différentes. Et on a au total sélectionné un échantillon de 607 masters, donc de formation sélective de niveau master. Et on a adressé aux responsables de formation des courriels provenant de candidats fictifs. Voilà, expliquez-nous alors comment ça s'est passé. Voilà, comment vous avez réalisé ce testing ? Vous envoyez donc des emails, c'est ça ? Oui, c'est ça. Alors, moi, je suis moi-même responsable de formation et à une certaine période de l'année, disons entre le mois de février et le mois d'avril ou de mai, les responsables de formation de master reçoivent beaucoup de demandes d'informations sur, par exemple, comment faire pour s'inscrire effectivement dans le master, ou est-ce que compte tenu de mon profil, est-ce que j'ai des chances d'être retenu dans le master. Donc on échange en fait beaucoup de courriels avec des candidats étudiants au master avant même qu'ils fassent leur procédure d'inscription. C'est ça, ce ne sont pas donc des candidatures, mais des demandes d'information. Absolument, ce sont des demandes d'information, on peut dire des candidatures à la candidature en quelque sorte, mais c'est une étape préalable dans l'accès à la formation. Et donc on a 3 candidats fictifs qui envoient des demandes d'information à chaque responsable de formation de master. On a un candidat de référence, on a un candidat qui signale par son patronyme et son prénom une origine d'Afrique du Nord, et on a un 3e candidat qui, dans son courriel, indique qu'il est handicapé moteur, qu'il est en fauteuil roulant, et donc on regarde si les responsables de formation adressent des réponses différentes à ces différents candidats. Et donc dans le détail, qu'est-ce qui ressort alors exactement de cette étude ? Je le disais un peu en préambule de cette émission, c'est ça, près d'un master sur 5 réserverait un accueil discriminatoire à une demande d'un candidat avec un nom
d'origine ou à consonance maghrébine. C'est ça qui ressort de cette étude. Effectivement, force est de constater que ces messages ne sont pas traités dans l'égalité. Le candidat de référence, il a près de 70% de réponses positives, donnant les clés, disons, pour candidater à la formation de master. Ce taux de succès n'est que de 62% pour le candidat d'origine maghrébine. Donc il y a un écart là qui est important et statistiquement significatif. En termes relatifs, ça fait plus de 12% de différence de traitement entre les deux candidats. Et pour le candidat en situation de handicap, il y a un écart de 2 points par rapport au candidat de référence. Là, l'écart n'est pas statistiquement significatif, mais néanmoins, il y a un préjudice subi par le candidat handicapé. Oui, puisqu'on ne l'a pas précisé, mais l'étude originellement avait été réalisée donc vis-à-vis des discriminations, on va dire sur les noms, sur le nom d'origine, mais également sur le handicap. Et là, vous avez vu que finalement, c'était moins discriminatoire, c'est ça, sur la question du handicap? Oui, effectivement, en matière de discrimination, il y a un grand nombre de critères qui sont prohibés par le cadre légal. Il y a plus de 20 critères prohibés. Et donc, on a choisi de tester le critère de l'origine et le critère d'une situation de handicap. Et on a trouvé des différences statistiquement significatives assez marquées selon l'origine, mais de moindre ampleur selon le handicap. Yannick Lorty, ces chiffres que vous nous donnez là, ils sont moins importants que ceux qu'on peut observer sur le marché du travail, ces pourcentages-là. Mais pourquoi vous choquent-ils peut-être encore plus ? Évidemment, alors ils sont effectivement moins importants que, disons, la moyenne des écarts qu'on constate habituellement dans l'accès à l'emploi, où on a des écarts relatifs qui sont plutôt de l'ordre de 30% entre un candidat de référence, disons, franco-français, et un candidat qui suggère une origine maghrébine par son patronyme. Là, on est en face quand même d'une situation extrêmement préoccupante, parce que d'abord, toute discrimination c'est un délit et c'est une atteinte à la dignité des personnes, donc c'est effectivement préoccupant. Et là, on est en face de personnes qui veulent investir dans leur éducation de façon, sans doute, à avoir une carrière professionnelle réussie. Et donc, ils sont freinés, empêchés dans leur investissement éducatif. Et ça, évidemment, ça cause un préjudice sur l'ensemble du cycle de vie qui est important. Choquant aussi parce que c'est le service public, peut-être ? Oui, ça prend complètement à rebours, disons, les valeurs universalistes de l'université, comme son nom l'indique, et bien sûr les principes républicains d'égalité qui sont bafoués dans ce type de résultats. Yannick Lorty, quels sont les facteurs qui augmentent les risques de discrimination? Vous l'avez dit, plusieurs masters ont été testés, plusieurs filières. Est-ce que vous avez réussi à dégager des facteurs de risque? Alors c'était effectivement l'un des objectifs de l'étude. Il ne s'agit pas simplement de dresser un constat sur l'ampleur du phénomène, mais aussi d'avancer dans les explications de façon à servir aussi l'action publique dans ce domaine. Et ce qu'on a mis en évidence à l'aide d'une post-enquête qui a été adressée 3 mois après le premier testing, une post-enquête auprès des responsables de formation, disons sur l'ensemble de leurs difficultés de recrutement. On a collecté des données complémentaires, puis on a aussi été chercher des données dans les fichiers ouverts du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, qui nous ont permis donc d'éclairer des caractéristiques singulières des masters discriminants. Alors d'abord, au premier abord, on voit des différences selon les filières de formation, notamment les filières juridiques ou les filières scientifiques sont celles où l'intensité des discriminations paraît les plus importantes, tandis que les filières littéraires sont, elles, moins concernées a priori par le phénomène. Et lorsque on va effectivement faire parler les données en allant chercher des déterminants supplémentaires, on s'aperçoit que les responsables de formation les plus discriminants sont le plus souvent ceux qui traitent de façon isolée, de façon solitaire, disons, l'ensemble des dossiers de candidature. C'est ce qu'ils indiquent dans l'enquête. Et puis, on s'aperçoit aussi que les masters les plus discriminants sont ceux qui font l'objet du niveau le plus élevé, à la fois d'attractivité et de qualité d'insertion professionnelle à la sortie du master. En fait, ce sont les meilleurs masters qui sont confrontés à un grand nombre de candidatures. C'est plus de 400 candidatures dans les masters discriminants contre de l'ordre de 200 dans les masters non discriminants. Et ces masters offrent des débouchés professionnels importants. Donc, ils font face à un grand nombre de candidats. Et dans ce contexte particulier de forte tension, le fait d'utiliser de l'information dans les caractéristiques personnelles des candidats est effectivement une pratique des responsables de formation. Donc, est-ce que vous accompagnez ces conclusions, ces résultats-là, de solutions pour les responsables justement de formation
vous nous avez donné quelques exemples, notamment l'étude de candidature de manière solitaire ou individuelle. Voilà, est-ce que vous proposez des solutions, c'est-à-dire peut-être faire ça plutôt collégialement? Enfin voilà, est-ce que vous accompagnez ce constat de solutions auprès des universités? Évidemment, ce n'est pas directement le rôle de l'Observatoire, mais c'est le rôle de l'ensemble des acteurs publics qui nous accompagnent et qui ont, lors du lancement de l'Observatoire, il y a eu une table ronde dans laquelle à la fois le Défenseur des droits, France Université, et puis aussi les principaux syndicats qui représentent les étudiants, ont proposé de nombreux dispositifs, de nombreuses mesures. Il y a déjà dans l'ensemble des universités des plans d'égalité qui sont déployés. Il y a eu un rapport récent du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche qui dit que 181 universités et autres établissements d'enseignement supérieur ont déployé des plans pour l'égalité. Donc on va dans le bon sens. On va dans le bon sens. D'abord, l'ensemble des acteurs publics sont préoccupés, se saisissent de cette problématique. Et donc, il y a encore visiblement des choses à faire pour améliorer la situation dans les masters et dans l'ensemble des formations sélectives. Vous dites se saisissent justement de ces problématiques. Comment les universités, elles ont réagi à cette étude et à ces résultats? Qu'est-ce qu'elles vous ont répondu? Puisque j'imagine que vous leur avez envoyé une par une à ces responsables de formation ce qui ressortait de cette étude. Comment elles ont réagi? Alors effectivement, il y a plusieurs universités qui se montrent très intéressées par ce type de démarche, qui comprennent bien qu'il ne s'agit pas de jeter la pierre à l'ensemble des collègues ou aux établissements, mais au contraire d'avoir un outil de pilotage, de pouvoir suivre dans le temps, parce que l'objectif, ça va être de répéter ce type d'opération et aussi de mener d'autres opérations de façon à éclairer, à poser un bilan, un véritable diagnostic fondé sur la situation dans l'enseignement supérieur et la recherche. Et donc, avec ce type de diagnostic, et bien évidemment, on pourra voir si l'ensemble des mesures qui sont prises par les établissements modifient la donne. On aura une sorte de baromètre de l'évolution des discriminations dans l'ensemble des établissements. Ce qui est assez exemplaire, par ailleurs. On suivra ça avec vous, Yannick Lorty. Merci beaucoup de nous avoir accompagnés aujourd'hui dans Smart Éducation. Je rappelle, vous êtes professeur d'économie à l'université Gustave Eiffel, décidément, j'y arrive pas, et directeur de l'Observatoire national des discriminations et de l'égalité dans le supérieur. Merci beaucoup d'avoir fait le bilan de cette première étude et donc la première de nombreuses études, on l'a compris. Merci de nous avoir accompagnés. Vous l'avez compris, c'est déjà la fin de cette émission. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve très vite pour un nouveau numéro. À très vite.